Merci beaucoup, cher ami. Merci beaucoup de m'avoir à nouveau invité ici. Merci, Monsieur le Président. Et félicitations pour ces 40 années pleines de succès. Effectivement, nous allons avoir une revue assez pratique, assez physiopathologique aussi, relative à la correction de l'hypotension au cours du choc septique. Et pour commencer par de la physiologie, l'équation la plus importante en hémodynamique est extrêmement simple. La pression artérielle est déterminée par le débit cardiaque et le tonus vasculaire. Rien de plus simple. Il y a 3 mécanismes pouvant expliquer un bas débit cardiaque. C'est l'hypovolémie, un problème de pompe cardiaque ou un obstacle, comme dans l'embolie pulmonaire massive ou le pneumothorax sous tension, ou la tamponnade. Il n'y a pas d'autre mécanisme qui puisse expliquer un bas débit. Alors, dans le choc septique, on s'attend évidemment à ce que le tonus vasculaire soit réduit suite à la libération de nombreuses cytokines et autres médiateurs. Et donc, on parle d'un désordre de type distributif, comme dans la pancréatite sévère, comme dans certaines phases du polytrauma, par exemple, ou comme dans l'anaphylaxie. Et donc voilà, c'est très simple. Ça, c'est quand même une base déjà assez solide des altérations hémodynamiques qu'on peut rencontrer chez le malade grave, mais on comprend déjà qu'il pourrait être erroné de penser que l'hypotension artérielle, c'est uniquement la diminution du tonus vasculaire dans le sepsis. Ça, c'est une simplification qui peut entraîner des problèmes sérieux. Alors, il y a aussi le facteur temps. Les 4 phases du choc qui sont bien reconnues aujourd'hui. D'abord, sauver le malade, et puis optimiser, et puis stabiliser, et puis diminuer notre intervention. C'est la désescalade. Certains parlent de déréanimation, mais ça n'a pas de sens. On ne fait pas de déréanimation, de-resuscitation. Ça n'a pas de sens. On est content d'avoir réanimé le malade, mais il peut y avoir une étape de désescalade. Bon. Première phase initiale, on se trouve face à un malade en état grave. Et d'ailleurs, l'attitude n'est pas très différente que ce soit un choc septique ou une autre forme de choc. On va lancer un remplissage vasculaire rapide et on va corriger l'hypotension sévère. En premier lieu, une cible peut-être de 65 de pression artérielle moyenne. Et on va amener tout de suite la machine à écho parce qu'elle va nous aider à mieux comprendre quels sont les mécanismes sous-jacents. En fait, une hypotension artérielle sévère doit toujours être corrigée immédiatement. On ne peut pas laisser un malade profondément hypotendu. Et en fait, les observations viennent largement d'anesthésie, avec ces travaux de Sessler et collaborateurs il y a une dizaine d'années maintenant, montrant que ce n'est pas seulement la sévérité de l'hypotension, mais aussi sa durée qui entraîne des complications post-opératoires, dans ce cas-ci, l'insuffisance rénale. Et il est très clair qu'il ne faut pas nécessairement penser à des hypotensions de 2-3 heures. Non, 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 non. Moins d'1 heure peut déjà apporter des dégâts. Dans le choc septique aussi, en revoyant cette large base de données de la région de Boston, nous avions montré il y a plusieurs années que ce n'est pas seulement la profondeur de l'hypotension, mais la durée qui est associée à la mortalité. Et donc, garder un malade hypotendu pendant 1 heure, c'est déjà inacceptable. Et donc, notamment, bon, on pense toujours à la survie, mais c'est vrai aussi pour la fonction des organes, et notamment, comme en anesthésie, la fonction rénale subséquente peut être affectée par cette hypotension sévère et prolongée. Et donc, c'est pour ça qu'on a tendance aujourd'hui à commencer l'administration de noradrénaline précocement. Voici un travail qui me semble intéressant
Ah, c'est pas de la rocket science, hein, c'est pas de la science de très haut niveau, mais enfin quand même une étude observationnelle qui dit peut-être que dans l'ambulance déjà, on pourrait donner de la noradrénaline comme on pourrait y penser dans le cas du choc traumatique, on en parlera peut-être tout à l'heure. Et donc, peut-être qu'on peut déjà donner un traitement vasopresseur dans l'ambulance. Alors, quand j'étais étudiant ou jeune interne, on disait, on commence par donner le liquide. C'est seulement si le malade ne répond pas au liquide qu'on commence les vasopresseurs. C'est ce qui était répandu à l'époque. Et dans le domaine du trauma également. On dit, oh, non, 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 choc traumatique, c'est d'hypovolémie. Tu ne vas pas donner des vasopresseurs, il faut donner du liquide. Mais on a revu cette idée. Et aujourd'hui, on tend à mettre ensemble les trois lettres du concept du VIP de mon ancien patron. On s'occupe de l'oxygénation et l'intubation trachéale éventuellement, perfusion liquidienne et agent vasoactif, les trois ensemble, immédiatement. Mais vient alors la phase d'optimisation. Et là, on va devoir personnaliser le traitement. Parce que si on en revient à la question de la cible, qu'est-ce qu'on a comme étude là? Ben, on a cette étude française qui visait à randomiser des malades en choc septique pour une pression artérielle à 80-85 ou 65-70. Mais en réalité, et ça, ce n'est pas une critique, c'est la vie, je dirais, la vie courante, c'est que les infirmiers et infirmières ont tendance à augmenter la cible dans les objectifs de pression artérielle. Il n'y avait évidemment aucune différence en termes de mortalité. Très franchement, j'avais dit depuis le début, on est dans une étude qui est négative, c'est garanti. Pourquoi? Parce qu'il y a des malades qui se retrouvent dans la population de malades pour lesquels la pression artérielle cible est plus élevée, et certains vont en bénéficier, mais d'autres n'en auront pas besoin. Et dans l'autre cas de même, certains seront mieux avec une pression artérielle un peu plus basse, mais d'autres en seront moins bien. Mais donc, si je reviens aux cibles de pression artérielle, finalement, c'était, quand on regarde le graphique, là, de l'ordre de 75 dans un groupe et 85 dans l'autre. 85 dans l'autre. Et malgré tout, et vous le savez, on a beaucoup discuté de tout ça, il y avait des malades qui n'avaient pas une pression artérielle suffisante, effectivement, dans le groupe ayant une cible moins élevée que les autres. Et c'est surtout, évidemment, les malades qui avaient une hypertension artérielle chronique ou une insuffisance rénale. Et donc, le message est qu'une pression artérielle moyenne de 75 peut être trop basse pour certains malades. 75! Wow! Ah bon, ben alors on va les faire monter tous plus haut. Peut-être pour certaines populations. Ce papier vient de sortir. Il est encore présenté sous forme non définitive, provisoire, et on peut voir que chez des malades cirrhotiques, en choc septique, eh bien, il vaut mieux finalement amener leur pression artérielle à 80 de moyenne plutôt qu'à 67, entre 65 et 70. Les cirrhotiques, qui sont pourtant habitués à une pression artérielle plus basse que les autres. Le cirrhotique, il a quand même tendance à être hypotendu. Il est vasodilaté au départ. Et donc, voilà qui est intéressant. Parce que on pourrait penser, ben alors allons-y, allez, 75 pour tout le monde. Mais non, regardez l'étude 65. 65 pour une moyenne à 65 ou en dessous et un âge supérieur à 65. Et dans cette étude, encore une fois, il n'y a pas de différence de mortalité, qu'on soit dans un groupe ou dans l'autre. Mais donc, si vous êtes adepte de ce genre d'études, pragmatique, large population de malades, mais vous allez dire, mais on peut très bien laisser une pression artérielle inférieure à 65 de moyenne. Ça n'affecte pas la survie. Donc, vous êtes là, je présume, un peu désorienté, vous n'y comprenez plus rien.
Mais vous avez raison, c'est très bien, on n'y comprend plus rien. C'est qu'une pression artérielle moyenne à 65 pour tous, c'est pas bon, c'est la cible initiale qui doit être revue. Une ligne artérielle supérieure à 75 peut être souhaitable chez certains malades, surtout ceux qui ont une histoire d'hypertension. Et une pression artérielle moyenne à 65 pourrait être acceptable chez certains même, s'ils sont plus âgés. Et donc, cette conclusion est maintenant évidente, c'est que la cible de pression artérielle doit être individualisée, et c'est la physiologie même. Nous sommes tous sur une courbe d'autorégulation, hein? On a tous vu ça pour le cerveau quand on était étudiant en médecine, mais c'est vrai pour tous les organes. Une pression artérielle trop basse n'est pas bonne pour la perfusion tissulaire des différents organes, mais elle varie. Ce n'est pas la même pour tout le monde. Et donc, il faut pouvoir accepter que l'hypertension artérielle chronique, mais d'autres facteurs aussi, peuvent modifier cette relation. Et voilà, et on a certains travaux, je ne vais pas m'appesantir là-dessus, mais qui montrent de manière assez intéressante que parfois, la perfusion rénale en particulier peut être améliorée par des doses plus importantes de noradrénaline chez des malades qui ont un choc de type vasodilaté, un choc de type distributif. Mais dans certains cas, ce n'est pas le cas, au contraire. Donc, il est difficile de savoir comment le malade va répondre à cet agent vasopresseur. Alors, que disent les Surviving Sepsis Campaign Guidelines? Ah, 65, hein? 65. Initial. Les gens ont tendance à laisser tomber ce mot d'initialement. Ah ouais, 65. Je suis accepté comme un présenté à 65. Non. Lors de nos recommandations d'il y a quelques années, on disait aussi initialement une pression artérielle à 65, mais nous avions ajouté cette petite phrase importante qui était « si le traitement vasopresseur est commencé, eh bien son intensité doit être titrée vis-à-vis d'une cible qui reflète la perfusion tissulaire. Il ne faut pas s'arrêter là, pas s'arrêter à 65. Et c'est ce que nous avons écrit ici après la publication des guidelines récentes. On a dit, mais écoutez, ça ne va pas ça, c'est pas bon. Les guidelines auraient dû proposer d'individualiser le traitement vasopresseur. On aurait dû dire, certains malades sont tout à fait bien avec une pression artérielle plus basse, et d'autres malades ont besoin d'une pression artérielle plus élevée. Individualisons la cible. Alors, comment va-t-on faire? On y va. On va parler un peu plus de clinique, mais moi, j'aime bien, après le Fluid Challenge, j'aime bien parler de Norepinephrine Challenge, le challenge à la noradrénaline. On va voir. On va modifier les doses de noradrénaline et voyons les différentes variables. Lesquelles? Fréquence cardiaque? Pas vraiment, hein, sauf si après fréquence cardiaque est très basse, parce qu'il y a une hypoperfusion coronaire, bah évidemment, là, il faut bien monter la pression artérielle. Ou si elle est très élevée, parfois, un traitement vasopresseur plus important va faire redescendre la fréquence cardiaque. Mais donc, c'est une valeur clinique relativement limitée. Alors, la perfusion capillaire, bon, on en parle beaucoup aujourd'hui, et c'est vrai qu'il est extrêmement important d'apprécier le degré de perfusion capillaire au niveau des doigts en particulier. Est-ce qu'il faut mesurer le capillary refill time, le temps de reperfusion capillaire? Personnellement, je n'en suis pas convaincu parce que c'est très approximatif quand même. Ce n'est pas quelque chose de terriblement objectif. Mais enfin, évaluer la perfusion capillaire, c'est important, mais c'est surtout pour identifier une vasoconstriction trop importante. Mais ça nous incite rarement à augmenter les doses de vasopresseurs. Ah, l'état mental. Oui, mais enfin, les malades, ils sont sédatés. Non, pas d'accord. Au cours du choc septique? Non. Vous pouvez donner de l'hypnomidate ou un autre calmant pour intuber la trachée, mais il ne faut pas poursuivre. Le malade en choc septique est typiquement endormi. Il y a une diminution de sa perfusion cérébrale. Et on peut même, dans beaucoup de cas, si le choc n'est pas trop sévère évidemment,
voir si le malade est confus avec un petit test comme le Casablanca que vous connaissez sans doute. On peut évaluer est-ce que le malade est confus ou pas. Mais en tout cas, on évite aujourd'hui de donner des agents sédatifs. Encore une fois, ça appartient au passé. Il y a 20 ans, on faisait ça. On disait c'est pour le confort du malade. Ah non, sédatif, c'est pas pour le confort, peut-être pour le confort du personnel, mais pas pour le confort du malade. Le malade, il aime bien qu'on lui explique ce qui se passe, il aime bien qu'on lui tienne la main, mais il n'a pas besoin de sédatif. Donc, si le malade n'est pas sous sédatif, c'est très important. Une bonne infirmière, un bon infirmier nous dira, moi je vois bien quand la pression artérielle de ce malade est en dessous de 75, je vois bien qu'il est plus endormi ou qu'elle est plus endormie. Par contre, un peu au-dessus, là, je vois, le malade ne voit plus avec nous. Eh bien, ça, c'est un élément clinique qui est extrêmement important. De même que la diurèse. Il y a certains malades pour lesquels on voit réapparaître la diurèse lorsque la pression artérielle dépasse un certain niveau. Nous avons tous connu ça. C'est peut-être pas fréquent, je ne dis pas, mais on ne peut pas passer à côté. Regardez cette vaste étude ICON à laquelle certains parmi vous ont participé. Il y avait des gens partout dans le monde, plus de 10 000 malades. Eh bien, ce que je vais vous montrer ici, c'est qu'une oligurie transitoire est observée en fait chez un quart des malades de réanimation. Transitoire, un quart. Et alors, ce qu'il y a de remarquable, c'est que ce malade qui a une oligurie transitoire ont une mortalité moindre que les autres. Ils ont un excellent pronostic. Parce que c'est souvent des malades qui ont été admis en réa parce que la diurèse semblait faible. Et à bon escient, on les a mis en réanimation ou en soins intensifs. Et puis, voilà, c'est un phénomène transitoire qui ne prête pas vraiment à conséquence. Et donc, pouvoir revoir une diurèse grâce à un traitement vasopresseur bien conduit, ça, c'est un élément clinique qui est vraiment très important. La SVO2, est-ce que par un cathéter veineux central, est-ce qu'il faut mesurer la SCVO2 ? C'est un autre sujet. Parce que si la SVO2 est basse, ça veut dire que le transport en oxygène est insuffisant. Ça veut dire qu'il faut considérer plus de liquide, éventuellement une transfusion et l'administration de dobutamine. Donc, ça, c'est pas vraiment la pression artérielle. On ne va pas guider le traitement vasopresseur par la SCVO2. Et enfin, le lactate. Ah ouais. Oui, d'accord, mais le lactate, il ne change pas si vite. Donc, c'est très bien de répéter des mesures de lactate, bien entendu, mais ceci est un de mes premiers papiers, de mes premières publications, c'est que dans les meilleures conditions, chez le malade qui répond très bien au remplissage, eh bien, en 1 heure, le lactate ne diminue que de 10%. Ben, c'est bon, c'est pas mal, c'est pas zéro. OK. Mais ça ne sert à rien de mesurer le lactate toutes les 10 minutes. Et on ne peut pas non plus ne rien faire en disant, je vais voir dans 1 heure si le lactate avait... Non. Et donc, les mesures répétées de lactate, c'est évidemment très important. Certains parlent de clearance du lactate, ce n'est pas la clearance. Non, c'est surtout la production. Les taux de lactate circulant sont influencés plus par la production que par la clearance. Mais ce sont des modifications qui sont relativement lentes. Et donc, quand on revoit toute cette littérature, eh bien, on se dit que mesurer le lactate 1 fois par heure ou 1 fois toutes les 2 heures, c'est bien. Mais voilà, ce que nous proposons ici avec Jan Bakker, c'est que si on a l'impression que le malade s'améliore et que le lactate diminue d'heure en heure, c'est bien. Sinon, il faut revoir un peu son attitude et dire peut-être que finalement, on est un peu optimiste là. De même, si on ne pense pas que le malade s'améliore, mais si le lactate diminue, on est peut-être un peu trop pessimiste. Donc, c'est qu'ainsi qu'il faut voir la mesure de lactate. C'est une manière de faire le point. De dire, bon, allez, on va voir maintenant. Allez, on va voir. On va prendre un petit peu de distance et on va regarder l'évolution du lactate. Bon, voilà notre tableau. C'est pas terrible. Il n'est pas terrible. Il n'y a pas grand-chose finalement. Et ceci nous indique une chose très importante, c'est qu'on ne peut pas se fier à une seule variable pour évaluer le niveau optimal de pression artérielle. Et qu'il faut combiner, il faut intégrer les variables. Enfin, toujours éviter la vasoconstriction. Élever la pression artérielle avec un vasopresseur, ce n'est pas très difficile. Si la noradrénaline n'est pas très efficace, il y a la phényléphrine, ou la méfentermine, le métharamine, ce que vous voulez.
Mais attention, c'est que s'il y a une vasoconstriction trop importante, le débit de sang ne va plus arriver aux cellules, ou va moins bien arriver aux cellules, et donc ça va entraîner une ischémie régionale. Pourquoi est-ce que la noradrénaline est notre agent vasopresseur de choix? Pour une seule raison, c'est que la noradrénaline a un petit peu d'effet inotrope. La noradrénaline garde mieux le débit que les autres purs vasopresseurs qui ont tendance à diminuer le débit. Et donc, attention, la phényléphrine, hein, à tous les meetings, les gens qui viennent chez moi, ils disent « La phényléphrine, ça marche bien, hein? » Oui, ça marche bien. Qu'est-ce que vous voulez dire? Oui, ça augmente la pression artérielle, mais ce n'est pas pour ça que les cellules seront nécessairement plus heureuses. Et maintenant, il y a des gens qui reviennent avec le bleu de méthylène qu'on a étudié il y a plus de 10 ans, je crois. C'est Prézet qui est le premier auteur. Je ne trouve même plus le tiré à part parce que c'est trop vieux. Mais attention, bleu de méthylène, ça augmente la pression artérielle, mais ce n'est pas pour ça que ça améliore la perfusion tissulaire. Et donc, ce qui est très important, c'est d'apprécier le débit. Est-ce qu'il faut mesurer le débit cardiaque? Oui, sans doute. Maintenant, est-ce qu'il faut un chiffre précis? Peut-être pas. Mais s'assurer que le débit cardiaque est normal ou élevé. Parce que sinon, si c'est une vasoconstriction pure, les vasopresseurs auront plutôt des effets néfastes. C'est seulement si le débit est bien maintenu, alors on peut parler de vasoplégie si on veut, pourquoi pas, c'est un terme qu'on peut utiliser, alors le vasopresseur sera bénéfique. Mais attention, l'hypotension n'est pas toujours due à la vasoplégie. Et au chevet du malade, j'entends régulièrement, partout dans le monde, des médecins dire « Ouais, le malade est hypotendu, mais il est en choc septique, hein, donc on augmente les vasopresseurs. » Ben oui, c'est la vasoplégie, hein. Et le débit cardiaque, « Ah, ça, je ne sais pas, hein. Ah non, il y a quelque chose qui ne clope pas, comme on dit à Bruxelles. Ça ne clope pas, mon vieux. Il faut essayer de mettre les éléments ensemble. Regardons déjà la pression artérielle diastolique. Si la pression artérielle diastolique est très basse, c'est un élément qui fait penser que le volume éjectionnel est probablement relativement élevé, qu'il y a un certain degré de vasodilatation. Et on a parlé de moyenne, à 65, un peu au-dessus, un peu en dessous. OK, mais il n'y a pas que la moyenne. Il faut quand même regarder aussi la systolique et la diastolique. Si la diastolique est basse, peut-être que le traitement vasopresseur, finalement, ne sera pas si néfaste. Et donc, attention aux nouveaux vasopresseurs. Moi, j'aime bien l'angiotensine 2, j'adore la vasopressine, tout à fait. Mais il faut savoir ce qu'on fait. Il faut monitoriser ce qu'on fait. Regardez cette étude affreuse. Enfin, non, l'étude n'est pas affreuse, mais le résultat est affreux. On bloque le monoxyde d'azote, le NO, la pression artérielle monte. Fantastique! La mortalité monte aussi. C'est moins fantastique. Donc, augmenter la pression artérielle en tant que telle, ce n'est pas un but suffisant. Et donc, si le malade est trop vasoconstricté, pensons avant tout à essayer de rendre encore des liquides intraveineux. Essayons, un fluid challenge. On donne une petite quantité de liquide, 100-200 millilitres en 5-10 minutes, et on regarde si le débit cardiaque augmente, par la technique que vous aimez. Ça peut être un VTI, par écho, ça peut être ce qu'on veut. Et si on a l'impression que le débit cardiaque s'élève, alors on peut continuer. Si par contre, le débit cardiaque ne semble pas s'élever, on arrête, ça ne mène vraiment à rien. Mais regardez, cette étude, elle était intéressante. Elle montre que, quand on revoit les études sur le Fluid Challenge, les gens prennent souvent des intervalles de temps trop longs. Et c'est ce que j'entends aussi au chevet du malade. Certains médecins disent « Oh, donne un demi-litre en 20-25 minutes, 1 litre en une demi-heure. » Ça, ce n'est pas un Fluid Challenge. Non, ça c'est un remplissage. Ce n'est pas un Fluid Challenge. Le Fluid Challenge, c'est je donne une petite quantité de liquide et j'apprécie comment le malade répond. Et donc, 5-10 minutes, c'est très, très bien, parce que pendant ce temps-là, il ne faut pas toucher au malade, rien changer, rien faire. En salle d'op, c'est même 1 minute, c'est le mini Fluid Challenge.
Il se passe trop de choses en salle d'op. On ne peut pas attendre 5-10 minutes pour apprécier le remplissage. Il faut faire très vite. En urgence, en médecine d'urgence aussi. Il faut faire vite. Il faut apprécier ça rapidement. Pour augmenter le débit cardiaque, une fois que le malade est tachycarde et que le tonus vasculaire est quand même diminué au départ, on n'a que des liquides ou un agent inotrope, la dobutamine. Vous allez dire, bon, mais j'ai peur, ça entraîne la tachycardie. Oui, je sais. Chaque fois qu'on utilise un inotrope, on augmente la fréquence cardiaque. Les inhibiteurs de phosphodiesterase augmentent la fréquence cardiaque. Le lévosimendan augmente la fréquence. Il n'y a que la digoxine qui ne va pas le faire. Mais enfin, bon, on ne va pas revenir à la digoxine. Et donc, ce n'est pas pour ça que cette tachycardie est tellement dangereuse. Et donc, c'est mon troisième challenge, c'est le challenge à la dobutamine. Certains attendent d'avoir l'évidence d'une dépression myocardique. Parfois, elle est relativement limitée, je ne veux pas dire subtile, mais limitée dans le choc septique. C'est vrai qu'un écho pourra montrer une diminution de contractilité myocardique, mais ce n'est pas toujours très important, cette dépression myocardique. Si la SVO2 reste basse, si le malade ne tolère pas bien les liquides intraveineux, une petite dose de dobutamine pourrait peut-être aider. Et on va essayer. Si ça ne va pas, on arrête. Et 5-10 minutes plus tard, il n'y a plus de dobutamine à bord. Donc, c'est un test. C'est pour ça que j'appelle ça le dobutamine challenge. On va voir. Si ça n'apporte pas de bénéfice, eh bien, on arrête. Et donc, ma règle, si vous voulez, c'est le Pavlov, pression artérielle, débit de sang et volume circulant, qui sont les trois éléments essentiels à la restauration d'un état hémodynamique optimal. Et donc, je vais terminer là. J'espère qu'on arrive à la phase de stabilisation. On peut maintenant diminuer les vasopresseurs. On arrête évidemment de trop remplir le malade. Il faudra même peut-être donner des diurétiques si le malade, dans la phase de désescalade, n'urine pas suffisamment. Et donc, il ne faut pas laisser un malade sous vasopresseur trop longtemps quand ce n'est pas nécessaire, parce que ça n'apporte rien. Je me méfie toujours de ce terme, le malade est stable ou instable. Aujourd'hui, beaucoup de gens, on peut utiliser le terme de choc et ils disent qu'il y a une instabilité hémodynamique. Mais à l'inverse, je me souviens de ce résident qui, après une nuit de garde, nous a dit « Ah, ce malade en choc septique, il a été très stable. Je n'ai pas dû changer les doses de noradrénaline, il est resté sous 50 gamma par minute toute la nuit. Très, très stable. » Stable, instable, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Hein? Qu'est-ce qu'on entend par stable? Stable veut dire que ça ne bouge pas, right? Quand on est mort, on est très stable, hein? Vous êtes d'accord? Et donc, un malade, de toute façon, qui ne s'améliore pas est un malade qui s'aggrave. Ne l'oublions jamais. Est-ce qu'on peut extuber un malade qui est encore sous vasopresseur? Il vaut probablement mieux pas. Ceci est une étude observationnelle. Encore une fois, ce n'est pas de la rocket science, mais ça nous montre que, voilà, mon temps est fini, ça montre en tout cas que quand on extube un malade qui est encore sous vasopresseur, ça risque de ne pas très bien tourner et on risque de devoir réintuber la trachée. Et enfin, évidemment, si le malade reste profondément hypotendu, n'oublions pas de traiter la cause, n'oublions pas de revenir au traitement antibiotique et de revenir au contrôle de la source de sepsis, qui est évidemment extrêmement important. Et donc, l'hypotension associée à une altération de perfusion tissulaire doit être corrigée rapidement, mais le traitement du choc, c'est plus qu'un traitement vasopresseur. La pression artérielle ne doit jamais être considérée en tant que telle, seule, excepté dans la réanimation très précoce, où là, on n'a peut-être pas encore beaucoup d'informations. Et la vasoconstriction doit toujours être évitée. Liquide, agents inotropes peuvent aider à restaurer et maintenir le débit de sang circulant qui est essentiel à la vie des cellules. Merci beaucoup.